Bonjour, je m'appelle Claire Pétro, mais aussi Claire Leclerc. J'ai 28 ans et je suis entrepreneuse, créatrice des Pépites Vertes, un média digital lancé en 2020 qui donne la parole à différents jeunes salariés de la transition écologique afin d'aider les étudiants et étudiantes à s'orienter à leur tour. J'ai décidé de lancer les Pépites Vertes pour parler des métiers et industries qui se transforment. Les métiers et industries qui se transforment, c'est là que commence la nouvelle série de podcasts de KPMG, l'autre podcast. Devenue entreprise à mission en 2022 avec une nouvelle expérience collaborateur différenciante, l'autre contrat, les équipes de KPMG sont venues à ma rencontre pour me proposer de poser mes questions en toute transparence afin d'essayer de comprendre comment l'entreprise opère sa transformation avec ses talents face aux grands défis de ce monde. J'aurai la chance d'être votre commandante de bord tout au long de cette série de podcasts pour questionner, challenger et décrypter les engagements autour de l'entreprise à mission, de cet autre contrat passé avec les candidats, de l'impact environnemental de l'entreprise, de son rôle vis-à-vis de ses clients ou encore de la place des jeunes. On y va ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'enregistrement live de ce podcast. Sur l'autre podcast, on est sur le stand KPMG à Vivatech, la grand-messe de l'innovation en Europe. Je suis Claire Pétro, Claire Leclerc sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire un focus sur une problématique particulière accompagnée de mes deux experts. Bienvenue Raphaël, bienvenue William. Tous les deux, vous allez venir apporter des angles de vue différents. Raphaël, tu es en face de moi, tu travailles vraiment sur les problématiques innovation chez KPMG. Et évidemment, dans l'innovation, il y a plein de choses, mais il y a l'IA et il y a l'IA générative. Bienvenue. Merci Claire, ravi d'être avec toi. À côté de toi, j'ai William. William, de ton côté, tu travailles spécifiquement sur la problématique de l'IA et de cette donnée, de cette collecte de données, particulièrement appliquée à comment aider vos clients à avoir des pratiques commerciales plus durables. Bienvenue à toi. Merci Claire. Dernier interlocuteur qui n'est pas présent ici, enfin deux, c'est ChatGPT. J'ai un peu questionné ChatGPT pour préparer cette interview, pour lui demander son propre impact environnemental. Et puis c'est aussi la communauté que j'ai sollicitée en amont sur LinkedIn pour savoir quand on vous dit IA, impact, climat, quelles sont les questions à se poser. Et j'aimerais bien commencer par toi, William, en définissant les termes du sujet entre deux termes particuliers. On va parler d'IA et d'IA générative. Est-ce que tu veux bien nous aider et aider nos auditeurs à faire la distinction entre ces deux mots et ces deux termes ? Je vais tenter l'exercice. Donc l'IA, en fait, ça existe depuis longtemps. En fait, quand vous codez, vous pouvez demander à une fonction, à un ordinateur de faire des choses. Par exemple, vous pouvez tout paramétrer. Et vous avez ce qu'on appelle le machine learning, où là, vous ne donnez pas forcément de règles à la machine, vous lui donnez des exemples, et d'elle-même, elle va comprendre les exemples, et elle va arriver à résoudre la problématique. C'est par exemple ce qui a été fait dans le passé sur des jeux d'échecs ou des jeux de Go, où en fait, c'est impossible de prévoir tous les paramètres, tous les mouvements. Donc on montre en fait des parties à une IA, et celle-ci en fait va trouver ensuite comment résoudre une nouvelle partie. Donc ça, c'est l'IA qui existe depuis longtemps. Vous en avez dans le milieu hospitalier, vous en avez dans les voitures, vous en avez dans l'industrie, vous en avez sur Google depuis des années, dans vos téléphones, sur Netflix, un algorithme. Ce qui est nouveau en fait depuis 2022 et ce dont tout le monde parle, c'est l'IA générative. Les modèles GPT, Bard, Perplexity, il y en a plein, il y en a de plus en plus. Et là, donc, ça va être la capacité à générer du texte, à générer des images, à générer des vidéos. Et pourquoi c'est nouveau ? Tout simplement parce que même si la théorie mathématique sous-jacente à l'IA générative existe depuis longtemps, on n'avait pas la puissance de calcul, que ce soit dans nos ordinateurs, dans nos processeurs, et on n'avait pas assez de données. Le fait qu'Internet se soit démocratisé, qu'on ait de plus en plus de données via Google, via Facebook, ça a permis d'avoir des données pour entraîner ces modèles-là. Et la puissance de calcul, en fait l'informatique devenant de plus en plus performante, on avait aussi la puissance de calcul pour arriver à l'IA générative. Et donc c'est ce qui fait que depuis 2022, on arrive à faire ça. Si vous avez ChatGPT, ça vous génère du texte, il n'y a pas beaucoup de latence. Et donc vous avez cette partie-là. Et donc c'est une branche du machine learning qu'on appelle le deep learning, qui en fait fait appel à des couches de données beaucoup plus complexes, beaucoup plus nombreuses. Merci. Si je fais une différence entre les deux. Moi, j'aime bien faire ça parce que parfois, on va à Vivatech, on se dit tout le monde sait ce que c'est l'IA générative. Puis après, il y a des personnes comme moi qui préparent des podcasts et qui apprennent plein de choses et qui se disent on devrait le dire au monde parce que c'est important de définir. Et moi, ce que j'aimerais savoir aussi, que je trouve qui est important, c'est pourquoi ça t'intéresse, William ? Alors, pourquoi ça m'intéresse ? Donc déjà, ce qui m'intéresse, c'est l'impact environnemental de ces solutions. Parce que de formation, moi, je suis environnementaliste.
j'ai fait de l'océanographie, j'ai fait du développement durable, j'ai travaillé dans plusieurs grands groupes français en direction RSE et j'ai travaillé dans une ONG qui s'appelle le WWF. Et pendant de nombreuses années, j'ai aidé des entreprises à réduire leurs émissions, à réduire leur impact sur la biodiversité. Et au fil du temps, sur le volet climat-énergie, on ne travaillait pas sur le numérique. Au WWF, on travaillait beaucoup sur les bâtiments, le transport et la production d'énergie, pas sur le numérique. Or, le numérique, si vous regardez au niveau global, ça a dépassé l'aviation civile en termes d'impact carbone. Donc, c'est important de travailler là-dessus. En plus, la problématique, c'est que c'est immatériel. Un avion, une voiture, voilà, on le sait que ça émet, on le prend, on en a conscience. Quand vous regardez Netflix, vous ne disiez pas que vous allez émettre des tonnes de CO2, alors que c'est le cas. C'était ma réflexion. Je me suis formé sur les enjeux d'IA de blockchain et j'ai rejoint Equimetrix, qui est une entreprise spécialisée en data science et en IA. Et en fait, on aide des entreprises sur des cas concrets business, c'est-à-dire qu'on va construire des IA, on va construire des projets de data science pour les aider à réduire leurs émissions, pour les aider à optimiser des enjeux business. Et donc, c'est des data scientists, des architectes et des experts en sustainability comme moi qui les aident à comprendre comment mettre en place des solutions et comment ça peut les aider à réduire leurs émissions. Et tout à l'heure, je vous expliquerai 2-3 exemples sur climat, biodiversité, carbone, comment on peut utiliser justement l'IA là-dessus. Merci beaucoup, William, pour cette première intro. Et je me retourne vers toi, Raphaël. Même question, d'où tu nous viens? Pourquoi l'innovation et l'IA, ça te concerne? Et comment est-ce que tu, au fur et à mesure, ajoutes ces briques environnementales et sociales? Écoute, moi, effectivement, d'où je vous viens, moi, je travaille dans la direction innovation de KPMG, donc à la fois responsable de l'accélérateur de KPMG, mais aussi d'accompagner nos clients sur leurs grands sujets de transformation, et donc notamment, évidemment, cette année, mais pas que, des sujets qui touchent à l'intelligence artificielle. Donc nous, ce qui va nous concerner principalement, je pense qu'il y a 2 grands points avec lesquels on a envie de prendre le sujet. Le premier, ça va être un sujet qui va toucher à l'humain. Donc les premières questions que vous nous posez nos clients, avant même de parler d'un sujet technologique, ça va être de comprendre quelle place ils vont avoir vis-à-vis de cet outil-là. C'est un sujet qui revient très souvent et qui a l'air de tout du moins de les préoccuper. Quelle place je vais avoir vis-à-vis de cet outil? Comment je peux l'intégrer à mes processus de manière efficace? Et surtout, comment je peux transformer ça dans un cas d'usage qui va être concret pour mon entreprise. Et le deuxième sujet, ça va être des sujets qui vont toucher à la responsabilité et à l'éthique. Donc une fois que j'ai saisi la pleine puissance de ces outils, ce qui était un peu nos réactions finalement à chacun cette année, on sait que c'est efficace, on sait que ça peut avoir un impact sur nos entreprises, sur nos grands sujets de transformation. Maintenant, comment je m'en saisis de manière qui va être responsable vis-à-vis de la société, qui va me permettre de respecter de vrais principes éthiques, mais aussi de vrais principes environnementaux. Comme le disait très bien William, il y a de grandes implications là-dessus. Et du coup, nous, notre rôle en tant que direction innovation, ça va être justement d'accompagner nos clients sur ces sujets-là pour les aider à le considérer tout en restant positif, mais à saisir l'ensemble du prisme, que ce soit toujours d'une manière responsable et qui leur permet de prendre l'ensemble de la question. Merci beaucoup, Raphaël. Et on va aller explorer tout ça. Dans un premier temps, je voudrais vous proposer de se concentrer sur les opportunités. Il y a un terme qui revient souvent quand on parle de solutions pour la planète, c'est le technosolutionnisme. On va aller juste après expliquer pourquoi il ne faut pas voir cette techno comme une solution toute faite, mais bien réfléchir à son usage et surtout à quel rôle pour les humains, parce que je rebondis sur ton point, Raphaël, le seul sujet, même si là il y a plein de techno et de robots, ce sont les humains. Par rapport au dérèglement climatique, ce sont les humains aussi. C'est le GIEC qui fait consensus pour rappeler que nous sommes responsables de cette situation. Pour autant, on est des humains, on est des geeks, on développe des solutions et l'IA générative est là, elle est présente. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser à bien pour accélérer les projets de transformation environnementale et sociaux? William, je crois que tu as quelques beaux cas d'usage à nous présenter pour nous donner un peu d'espoir vis-à-vis de cette nouvelle techno. Exactement. J'ai plusieurs cas d'usage. Donc déjà, des cas d'usage d'un point de vue générique. Avec l'IA générative, on peut faire plein de choses. Sur la partie image, par exemple, vous avez une association qui s'appelle Pioneer, qui va en fait aider des pompiers à détecter bien en amont des feux. C'est-à-dire, pour détecter des feux dans une forêt, vous mettez un mirador, vous mettez un pompier avec des jumelles, il observe, il essaie de détecter des panaches de flammes. Si vous programmez une IA pour aller prendre des photos toutes les demi-secondes, si vous lui expliquez quel va être le panache de fumée qui va générer un feu, ça va détecter beaucoup plus facilement qu'un être humain. Parce que l'être humain, à un moment, il va tourner la tête, il ne va pas regarder, il va être déconcentré. L'IA, elle ne se déconcentre pas, elle prend des photos toutes les 5 secondes, elle applique son algorithme et donc elle détecte le feu. Donc vous avez cette technologie qui est mise en place dans le sud de la France au niveau de plusieurs forêts avec des caméras et ça permet de détecter des feux. Il y a une alerte qui est envoyée aux pompiers et donc ils arrivent bien avant. D'autres exemples, ça va être sur la partie je vais vérifier une fake news, je vais vérifier une information. Ce qu'on a fait chez Equimetrix, c'est une IA qui s'appelle Climate Q&A qui est basée sur les rapports du GIEC. Comme les éclairs, les rapports du GIEC, c'est une source qui fait consensus
sur le réchauffement climatique. Donc on peut dire que si vous cherchez une information sur le réchauffement climatique, c'est bien de pouvoir comprendre ce qui est écrit dedans. Je ne sais pas qui ici, si vous voulez lever la main, a déjà ouvert un rapport du GIEC et s'est trouvé une information facilement dedans. Voilà, genre l'acidification de l'océan, vous savez où trouver ça. C'est compliqué, il y a plusieurs rapports, ils font plusieurs pages. C'est un langage scientifique qui peut être complexe si vous n'avez pas des bases en physique, en maths, en bio. Et donc avec Climate Q&A, c'est une IA qui est... En fait, c'est la même interface que ChatGPT. Donc vous allez poser une question, ça va vous proposer une réponse. Ça peut même vous proposer une réponse si vous êtes un scientifique, si vous êtes en enfance, ça ne va pas répondre pareil. Et le point positif, et ce qu'on a rajouté, c'est la source. C'est-à-dire qu'au-delà de ChatGPT, vous n'avez pas la source de l'output. Nous, on utilise une technologie qui permet d'avoir la source. Donc, pour chaque paragraphe de la réponse de Climate Q&A, vous aurez la page précise dans les rapports du GIEC. Donc, si demain, vous faites des recherches, vous faites de la bibliographie, vous voulez creuser un point, vous aurez une réponse simple, mais vous aurez, c'est la source dans la partie rapport du GIEC qui fait consensus. Et ça, ensuite, on peut l'appliquer à plein de choses. On peut envisager de mettre des discours de politique. Il y a des élections qui arrivent dans plusieurs pays. Le sujet environnement, souvent, ça arrive à la fin. Ils ne savent pas trop en parler parce qu'ils ne se posent pas assez de questions dessus. Ça peut être un outil pour aller faire du fact-checking. Sur le côté fact-checking, on travaille aussi chez Equimetrix avec Reporters sans frontières. On a créé pour eux une IA où là, c'est à destination de journalistes qui veulent justement savoir si sur une question liée au climat, est-ce que ça fait consensus ou pas ? Est-ce qu'il y a encore des recherches à faire ? Et donc là, on leur a mis au point une IA qui se base sur les rapports du GIEC, sur la loi française, sur des articles de presse, et ils peuvent vérifier, en fait, sujet par sujet, l'état des connaissances scientifiques là-dessus. Là aussi, en fait, vous pourrez me dire, on peut très bien le faire à la main, mais ça prend du temps. C'est énormément de sources, donc là, ils ont la réponse directement. Ça leur permet de vérifier quand ils écrivent des papiers, quand ils veulent proposer des sujets, de vérifier ça. Donc le côté fact-checking, être capable en fait d'appliquer une règle mathématique à un grand jeu de données. Beaucoup de cas, on pourrait les faire à la main, mais ça vous prendrait des années. Là, on arrive à le faire instantanément sur énormément de données et faire cette synthèse-là. Voilà, je ne sais pas si j'étais trop long. Non, c'est hyper intéressant. Ça me donne envie de poser la question à Raphaël également. Peut-être encore plus appliqué à l'entreprise et à ce que tu vois. Quels sont les cas d'usage qui fonctionnent en ce moment ? Alors, si j'essaie de prendre un exemple qui va être un peu plus appliqué à celui de l'entreprise, effectivement, le premier qui me vient en tête, ça va toucher toujours finalement sur les mêmes sujets, c'est sur les sujets de durabilité. C'est des sujets qui concernent très directement nos clients, qui nous en parlent régulièrement, notamment sur ce qui va toucher à l'émission de rapports extra-financiers dans leur cas. Nous, on va travailler justement avec des entreprises qui vont les aider, grâce à l'intelligence artificielle, à émettre ces rapports de manière fiable. Donc, si j'essaie de vulgariser un peu le mot, quand on parle de rapport extra-financier, ce qui est peut-être pas le terme le plus sexy, finalement, c'est un rapport qui permet à une entreprise, au-delà de donner des informations sur ses états financiers, de donner des informations sur l'impact qu'elle peut avoir sur la société dans son ensemble, pas uniquement sur la partie financière, mais bien au-delà, sur l'extra-financier, ses émissions carbone, sur la responsabilité qu'elle va avoir vis-à-vis de ses clients comme de ses fournisseurs. Et on travaille justement avec des entreprises qui vont permettre à nos clients d'automatiser ces rapports et d'aller chercher la bonne information, comme le disait William, dans des rapports qui peuvent faire des centaines de pages, ça peuvent être des sujets qui sont très complexes. Je prends l'exemple d'une entreprise qui était sur notre stand hier, qui s'appelle Green Praxis. Ça va permettre, grâce à des outils automatisés, d'aller chercher les émissions carbone exactes qui sont émises par nos clients, leur permettre d'établir ces rapports. Donc il y a à la fois un sujet de fiabilité, mais aussi un sujet de technicité. Et le deuxième qui me vient à l'esprit, un enjeu qui préoccupe régulièrement les personnes avec lesquelles on travaille, ça va être sur tous les enjeux de cybersécurité. Donc je reprends l'exemple d'une startup qui était avec nous hier pour évoquer ce sujet-là, qui s'appelle Buster AI, et qui a créé une solution grâce à l'IA générative qui va permettre d'aller faire du fact-checking. Avec cette révolution, celui des deepfakes, on est de plus en plus capable, grâce à la technologie, d'aller simuler, on va dire, des vidéos qui sembleraient quasi réelles et de permettre finalement de créer des informations dont on ne peut pas vérifier la véracité. Eux, ils ont créé une solution qui va permettre, en se basant sur toutes les informations qui sont disponibles sur le net, de vérifier finalement si ce qui se dit à propos d'une personne physique ou d'une entreprise est fiable. Et c'est un sujet qui concerne régulièrement nos clients. Finalement, c'est au-delà maintenant de me préparer à des attaques informatiques, il faut aussi que je me prépare à vérifier ce qui peut être dit à propos de moi et ce qui peut être créé de plus en plus facilement. Donc il y a vraiment toujours des sujets qui vont tourner autour de l'éthique et qui nous concernent particulièrement en ce moment. Merci beaucoup à tous les deux pour ces deux explorations des opportunités. Il y en a plein d'autres en préparant. J'ai appris évidemment que côté ville durable, ça pouvait être une opportunité pour optimiser, réduire la consommation d'énergie. Côté transport, pareillement, côté lutte contre le gaspillage alimentaire pour mieux anticiper et donc moins consommer. Pour autant, évidemment, il y a un coût
à l'entrée de cette nouvelle technologie. Et puis, il y a un coût à l'entraînement. Et puis, il y a un coût à l'usage qu'il est important d'avoir en tête parce que ça nous paraît un peu impalpable comme ça de faire une requête. Et j'ai demandé à ChatGPT combien ça m'a coûté en termes d'émissions de CO2. En tout cas, je lui ai demandé d'estimer, de travailler sur ChatGPT 4 plutôt que sur Google. Alors déjà, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, c'est vrai. Pour autant, il m'a dit que la requête était jusqu'à 16 fois plus émissive. Est-ce que je suis bon dans mes chiffres Captain CO2 ? Alors non, c'est plutôt 40. Et en fait, le mot juste que tu as employé, c'est estimer. Malheureusement, c'est très compliqué d'avoir des informations précises sur les émissions de gaz à effet de serre des différentes phases. Parce qu'en fait, les grands modèles qui existent, qui sont ceux d'OpenAI, de Google, de Microsoft, d'Anthropic, on ne connaît pas les paramètres. Pour eux, c'est un enjeu concurrentiel. Donc, on ne sait pas exactement le nombre de paramètres. Et donc, on ne peut pas aller calculer efficacement. L'avantage, c'est qu'il y a des modèles qui sont open source, qui se ressemblent en termes de performance. Donc, on peut déduire les paramètres. Donc, on peut estimer. Donc, en termes d'empreinte, vous avez deux grandes phases. Quand vous mettez au point un modèle d'IA générative, vous avez ce qu'on appelle l'entraînement et ce qu'on appelle l'inférence. L'entraînement, c'est je vais entraîner mon modèle sur énormément de données. Comme ça, il va être capable, par exemple, de comprendre, de générer du texte. Et quand vous, ensuite, vous allez poser une question, vu qu'il a été entraîné sur du texte, il va vous apporter une réponse. Cette phase-là, historiquement, en machine learning, c'est la phase la plus émissive. En IA générative, c'est un peu différent. On estime pour GPT 3.5 que c'est 500 tonnes de CO2 pour l'entraînement. Si je vous dis juste 500 tonnes, vous pouvez vous dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça dépend de votre référentiel. Maintenant, si je vous parle de la phase d'utilisation. La phase d'utilisation d'inférence de l'IA générative, vous, à l'échelle individuelle chez vous, ça va pas être énorme par rapport à du stockage, par exemple. Mais la vraie évolution de l'IA générative, c'est qu'on est d'un coup beaucoup à utiliser de l'IA. Et donc, si on fait un calcul en se basant sur 100 millions d'utilisateurs pour GPT, là, en phase d'utilisation, on est plutôt sur 100 000 tonnes par an. Donc, vous voyez, on était à 500 tonnes pour l'entraînement, là, on est à 100 000 tonnes pour l'utilisation. Ensuite, un autre point à avoir en tête, c'est pourquoi vous le faites. Parce qu'on peut très bien utiliser de l'IA générative pour poser des questions médicales, pour aider des gens d'un point de vue traduction, d'un point de vue accessibilité, mais on peut aussi utiliser l'IA générative pour faire des forages pétroliers beaucoup plus performants. Et donc là aussi, on a des estimations. Vous avez des entreprises qui ont sorti des données. Vous avez par exemple ExxonMobil aux États-Unis. Avec l'IA générative, ils ont pu optimiser leur façon d'extraire du pétrole et ils extraient jusqu'à 50 000 barils en plus par jour. 50 000 barils en plus par jour, si on estime, ça fait 20 000 tonnes de CO2 par jour. Donc là, on parle de 20 000 tonnes de CO2 par jour. Tout l'entraînement de ChatGPT, c'était 500 tonnes en une fois. 100 000 tonnes pour vous quand vous l'utilisez. Donc c'est important d'avoir en tête les ordres de grandeur parce que ce ne sera pas les mêmes impacts. Et un autre exemple, il y a quelques semaines, on est passé à GPT-4o. Donc OpenAI, la firme derrière ChatGPT, a amélioré le modèle. C'est-à-dire que vous aviez tous en version gratuite GPT 3.5. Maintenant, vous avez tous en version gratuite GPT-4o. O, ça veut dire multimodal, c'est-à-dire qu'il va non plus être capable de vous traiter que du texte, mais vous pourrez faire des images, des vidéos avec. En faisant des estimations, on estime que rien que ce passage-là, gratuit, à un modèle plus performant, c'est entre x7 et x25 en plus d'émissions. Donc de 100 000 tonnes, on passe à entre 500 000 et 2,5 millions de tonnes par an. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence, mais moi, je travaille avec ces IA-là. Je travaille avec des entreprises et GPT 3.5, la plupart du temps, ça marche très bien pour des cas d'usage. Ils n'ont pas besoin d'être sur des modèles qui sont encore plus gros, encore plus performants. Ce n'est pas disciple pour les cas d'usage business. Donc, du jour au lendemain, vous allez émettre beaucoup plus par le choix d'une entreprise de vous proposer un modèle beaucoup plus performant sans forcément de raison. Et il y a des solutions pour éviter ça. On va voir un petit peu après les solutions. Juste pour résumer de ce que j'entends, il y a deux sujets. D'une part, l'impact intrinsèque de ChatGPT, de l'IA générative et comment le réduire. Et d'autre part, quels usages. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer, Microsoft a sorti son nouveau rapport d'impact carbone et on a beaucoup communiqué sur le fait que plus 30% d'émissions ont été constatées sur, je crois, les 3 dernières années. J'imagine que tu as vu passer, Raphaël, c'est bien les 3 dernières années. Exactement. Et donc, moi, je me tourne vers toi pour te demander, à la fois en tant que cabinet de conseil qui a à cœur d'accompagner les clients vers cette transfo et en tant qu'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ce plus 30% et comment on fait pour le limiter ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce plus 30% ? Ça veut dire qu'on va devoir finalement considérer les enjeux environnementaux, non pas de plus en plus parce qu'on était déjà conscient, mais qui vont faire
pleinement partie de cette transformation. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant finalement dans ce que disait William tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a compris les enjeux de l'intelligence artificielle, on a saisi pleinement les opportunités que ça pouvait représenter, mais maintenant, il y a des vrais enjeux de conscience qu'il faut avoir vis-à-vis de l'utilisation de ces outils. Donc le premier, comme il le disait très bien, ça repose dans l'usage. Nous, maintenant, la manière qu'on va avoir de conseiller les entreprises avec lesquelles on travaille, ça va représenter finalement sur les enjeux qui vont leur permettre d'utiliser pleinement l'intelligence artificielle, à plein pouvoir, si j'ai envie de dire, mais en le faisant de manière qui va être totalement responsable et qui va limiter les émissions de carbone concernant leur usage. Donc pour ça, le premier point qui me vient en tête, c'est la frugalité des modèles. Il y a une entreprise dont j'ai entendu parler récemment qui s'appelle Croissant LLM, qui est, comme son nom l'indique, française. C'est assez autoporteur comme nom pour le coup. Et qui a travaillé sur un modèle qui permet d'utiliser beaucoup moins de données d'apprentissage que des modèles comme ChatGPT et de permettre du coup à des entreprises finalement d'avoir un usage qui va être plus efficient qu'efficace, mais qui va en tout cas se concentrer vraiment sur le fait d'utiliser le bon niveau de ressources pour utiliser l'intelligence artificielle. Donc comme le disait William, des modèles comme ChatGPT, c'est des modèles qui sont super intéressants, qui peuvent convenir à beaucoup d'usages. Mais là, on commence à se porter sur une époque sur laquelle les entreprises, elles vont devoir considérer au-delà de l'utilisation de l'intelligence artificielle, quels vont être les bons modèles pour les cas d'usage précis. Et nous, c'est notre rôle justement de les conseiller pour qu'elles le fassent avec frugalité. Le deuxième point qui me vient en tête là-dessus, ça va être tout ce qui va concerner le Green IT. Donc, comme il le disait, ces modèles, pour essayer de vulgariser, c'est des modèles sur lesquels on doit entraîner avec un grand nombre de données d'apprentissage qui sont très consommateurs en énergie, en ressources. Et pour ça, on peut se tourner vers des solutions qui vont permettre de le faire de manière beaucoup plus écologique. Donc là, je pense un exemple, c'est Microsoft, il y a quelques années, qui travaillait sur le fait de placer ses serveurs dans des environnements sous-marins. Ils ont fait ça, je crois, il y a 3 ou 4 ans, pour justement essayer de limiter les émissions des serveurs en tant que tels et que leurs serveurs puissent être auto-alimentés en énergie grâce à l'énergie qui se situe dans les courants marins. Donc ça, pour moi, c'est des exemples qui sont super intéressants, au-delà du côté prospectif et de se projeter dans le futur. C'est vraiment la manière vers laquelle on veut accompagner nos entreprises, donc sur les enjeux de responsabilité, d'éthique, mais également d'un usage qui va être aussi efficient qu'efficace. Je pense que c'est un mot qui est vraiment à retenir là-dessus. Merci beaucoup. Et j'aurais peut-être une dernière question sur la solution pour réduire. On n'a pas beaucoup parlé justement de coûts énergétiques, des infrastructures. Qu'est-ce qui est mis en place en ce moment et qu'est-ce qu'on peut espérer, William ? Alors, il y a plein de solutions sur les infrastructures. Déjà, ça dépend du pays. Entraîner un modèle comme GPT aux États-Unis, l'entraîner en France, ça n'aura pas le même impact parce que c'est lié à l'électricité et notamment au fait de est-ce que c'est du charbon, est-ce que c'est du nucléaire ou des énergies renouvelables. Donc ça, déjà, il y a cette partie-là sur le côté plutôt indirect de l'IA générative. Ensuite, il y a le nombre de processeurs qu'on utilise. Je vais peut-être être un peu plus technique, mais d'un point de vue informatique, vous avez un certain nombre de solutions pour, par exemple, entraîner par époque. C'est-à-dire, on n'entraîne pas d'un coup sur un gros volume de données, mais on entraîne sur plein de petits volumes de données. Et à chaque fois, on essaie de les réduire parce qu'au final, des modèles comme GPT, vous n'allez jamais utiliser tous les paramètres, parce qu'il en a des milliards. Déjà, de base, on essaie d'arriver à des modèles avec moins de paramètres. Il y a ce qu'on appelle du structure pruning. On va, au fur et à mesure de l'utilisation des modèles, enlever des paramètres qui ne sont jamais utilisés. Vous avez le fait de paralléliser des processus sur différents processeurs. En fait, les outils techniques que des data scientists peuvent mettre en place, il y en a plein qui existent. Les outils aussi qui permettent de ne pas forcément utiliser des grands modèles de langage comme ChatGPT, mais d'utiliser des modèles beaucoup plus petits, mais beaucoup plus optimisés pour un usage. Il y en a plein aussi. Vous avez un site qui s'appelle Hugging Face, qui est un peu une grande bibliothèque de modèles. Et si par exemple vous voulez traduire, vous allez avoir des petits modèles qui vont être spécialisés en traduction. Si vous voulez récupérer la transcription d'une vidéo YouTube, plutôt que de demander à ChatGPT, vous avez des modèles qui s'appellent des modèles Whisper qui vont être spécialisés là-dedans. Donc vous mettez un lien YouTube, il vous récupère la transcription, vous pouvez faire des choses avec. Si vous voulez pareil faire de la génération d'images, il va y avoir des modèles spécialisés qui vont faire ça. Donc rien que d'utiliser des plus petits modèles spécialisés, ça aura moins d'impact que d'utiliser des grands modèles qui sont un peu fourre-tout et qui veulent couvrir un peu toutes les options. Donc il y a ça. Et ensuite, comme je le disais, le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez en faire, c'est les cas d'usage. Les grands gagnants de l'invention du réfrigérateur, c'est pas l'entreprise Frigidaire, c'est Coca-Cola. Parce que grâce au frigidaire, Coca-Cola, ils ont pu vendre du coca de partout. Sauf que Coca, c'est de la pollution plastique, c'est des émissions de gaz à effet de serre, des impacts sur les nappes phréatiques. Les cas d'usage qui vont arriver dans le futur, on ne les connaît pas forcément tous. Il va y avoir des cas d'usage d'IA qui vont être positifs, d'autres moindres. C'est ça qui est important en fait, c'est qu'est-ce qui sera fait dans le futur avec cette IA.
Merci beaucoup. Ma dernière question vers le futur, justement, elle est à tous les deux tournée sur l'humain. D'ailleurs, je le dis à l'audio, mais vous ne le voyez pas en nous écoutant, mais il y a un petit monde qui s'est attroupé autour de nous pour parler de ce sujet-là. Et ça me donne justement l'espoir que les personnes, les citoyens, les collaborateurs ont envie de s'emparer de ce sujet-là. Ma question, c'est comment est-ce qu'on fait ? On a un vrai sujet, c'est l'éducation à cette nouvelle techno, comment avoir un esprit critique pour le bon usage, comment apprendre, comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais commencer par toi, Raphaël. C'est quoi la prochaine étape pour sensibiliser ? Alors la prochaine étape pour sensibiliser, je pense que la clé, en tout cas le premier argument qui me vient naturellement, c'est celui de se former. Nous on essaye de le faire évidemment à l'échelle de notre entreprise, mais plus largement, et là je m'adresse à toutes les personnes qui assistent ici, la clé c'est de se former et pas uniquement sur les enjeux technologiques, sur la technicité, ce que fait par exemple très bien William. Il faut considérer vraiment la question dans son ensemble, sur les impacts de l'intelligence artificielle, l'impact écologique qu'elle peut avoir, sur les questions éthiques et la manière dont on peut l'utiliser de manière qui va être efficace, efficiente, mais aussi raisonnable. On a assez peu parlé d'éthique, mais c'est un sujet qui est également très important. Donc je pense que la première partie, ça va être de se former parce que pour vous, quel que soit votre métier, quelle que soit la place que vous occupez dans la société actuellement, ça va être un enjeu de transformation qui va vous concerner comme ça a pu l'être pour l'informatique, comme ça a pu l'être pour l'Internet il y a une vingtaine d'années. Le deuxième, je dirais que c'est celui de s'acculturer, c'est-à-dire d'expérimenter. C'est quelque chose qui est important. Là, on est dans une phase où on s'émerveille encore des progrès qui sont faits concernant l'intelligence artificielle. On a envie d'essayer. On le disait tout à l'heure, il faut le faire de manière raisonnable. Mais c'est quand même important de le faire, d'une part pour comprendre, mais d'autre part pour voir comment nous, on est capable de s'en saisir à notre échelle. Le dernier point clé pour moi, et là je vais parler un peu plus des entreprises, c'est de pouvoir l'intégrer dans une stratégie qui va être holistique, qui va concerner évidemment des usages qui sont clés dès le début. Donc les entreprises, elles vont avoir une vraie responsabilité éthique. Et il va y avoir tous les sujets qui vont toucher à la loi, notamment l'AI Act, qu'on n'a pas évoqué. Donc pour les entreprises, c'est important de se placer en amont et de commencer à réfléchir dès maintenant, au-delà de l'impact environnemental et de nos usages, à la manière dont elles peuvent intégrer ça dans leur système, tout en respectant des enjeux légaux qui vont être très importants. Il faut vraiment le faire en étant en amont de la question. Merci beaucoup, William. Tes recommandations, peut-être des ressources même aussi ? Alors oui, se former exactement. Sur la partie impact environnemental, vous avez le site de l'ADEME qui est très bien fait pour comprendre une tonne de CO2 c'est quoi, un bilan carbone c'est quoi, des impacts directs, des impacts indirects. Le numérique, qu'est-ce qui va être le plus important en termes d'émissions ? Souvent c'est le matériel. Donc changez pas vos téléphones, vos ordinateurs tous les 4 matins, c'est ce qui a clairement le plus gros de l'impact. Le risque aussi justement avec l'IA, c'est que demain on doit tous changer régulièrement de téléphone pour avoir les modèles les plus puissants. Et là aussi, vous avez des solutions open source qui sont moins importantes d'un point de vue poids. Donc, vous pouvez les mettre sur vos téléphones actuels. Il y a des choses qui existent. Ou sur vos téléphones, vous pouvez avoir des modèles de langage qui tournent. Donc, pas besoin de changer de téléphone. Il y a des solutions. Sur la partie impact aussi, si vous êtes data scientist, si ces sujets vous intéressent, vous avez une association qui s'appelle Data for Good, où vous pouvez donner de votre temps et aider des associations. Et vous avez un certain nombre d'experts dans cette association qui travaillent sur le volet impact. Il y a par exemple un groupe récemment qui a sorti qu'on appelle un package Python. C'est du code qu'on peut installer pour faire des choses. Et ce package, il permet d'estimer en fait l'empreinte d'un projet en IA. Ça s'appelle Ecologit. Vous l'installez et si vous codez des projets dans des entreprises ou pour vous, ça vous permettra d'avoir l'estimation de l'impact. Donc derrière, en ayant cette information-là, vous allez arriver ensuite à comprendre comment réduire, à changer des choses. Merci, trop bien. Plein d'outils. Je pense qu'on a de la place pour quelques petites questions du public. Ouais, juste à côté. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. J'ai une question toute simple pour vous. Vous avez dit telle version est 16 fois plus demandante que l'ancienne version, mais d'où viennent ces sources ? Est-ce qu'on peut les trouver sur Internet facilement ? Ouais, justement. Alors, tu as une chercheuse canadienne qui s'appelle Sacha Luciani, qui travaille dans le laboratoire d'intelligence artificielle du MILA à Montréal, qui est une experte de ces sujets et qui a justement fait des estimations. Ils ont comparé un modèle open source qui s'appelle Bloom, qui a un nombre de paramètres qui serait équivalent à GPT, et donc tu peux trouver les sources de ces estimations. Et sinon, Data for Good, ils ont sorti un livre blanc sur l'IA générative, avec à la fois ce que c'est et les risques, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as aussi des risques sur les biais de genre, sur les deepfakes, et tu as toute une partie sur la partie environnementale. Les estimations, les calculs, comment tu peux le réduire à ton échelle, à l'échelle d'une entreprise. Merci beaucoup pour ces éléments très éclairants. Aujourd'hui, donc, vous êtes spécialisé dans l'IA. Dans 4 ou 5 ans,
Pour continuer la conversation, quel outil d'IA vous rêveriez d'avoir pour un moment comme ça de partage de l'information, vous pourriez avoir besoin? Alors la question était assez large, je vais essayer de répondre sous mon prisme. Pour moi, ça va toucher à l'explicabilité des modèles parce que justement, monsieur posait la question. Les modèles qui sont intéressants et qui vont nous servir à l'avenir, ils existent déjà sur le marché. Maintenant, ce qui va être intéressant en tant que sujet de transformation, c'est que d'ici 5 ans, on soit capable de les comprendre, de les documenter, de saisir exactement, quand on en fait un usage, quel va être l'impact sur la planète, sur son environnement, par qui ils ont été construits et sur quel grand modèle éthique ils se basent pour qu'on puisse les comprendre. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est plutôt de comprendre la révolution au fil du temps et c'est ça qui va être un enjeu clé, en tout cas à mon sens. Pour ma part, c'est pareil, c'est la partie compréhension, vulgarisation, parce que ce soit le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la pollution, c'est des choses qui sont compliquées à comprendre et si idéalement on peut avoir des IA sobres, qui permettent d'expliquer ça, de proposer des images, des mises en situation. Parce que voilà, quand on vous dit on a perdu 80% des insectes en X années, on a perdu X% de la biodiversité en termes de tigres en Asie, c'est pas tangible en fait. Si ça pouvait rendre les choses plus tangibles, ça serait génial, je trouve. Moi, j'aurais juste ajouté en termes d'usage dans les événements. Je sais que c'est déjà en cours et ça nécessiterait de mesurer l'impact de cet usage-là, mais beaucoup de contenu est créé partout sur des grands événements. Comment est-ce que l'IA pourrait nous aider à mieux le synthétiser, l'extraire de l'audio, en faire des fiches? Je pense que de plus en plus, les acteurs de l'événementiel vont avoir recours à cette techno pour pouvoir s'assurer que le contenu puisse être accessible au plus grand nombre. Moi, j'aurais une question. On a parlé de l'entraînement des intelligences artificielles, de leur utilisation, mais quid de la mise à jour des données que ces IA vont récupérer? Je pense à l'exemple que tu prenais, William, de Reporters sans frontières qui avait besoin d'avoir accès à la dernière information pour les journalistes pour pouvoir les guider. Et du coup, est-ce qu'on a des estimations aussi de l'impact que ça a de pouvoir mettre à jour les données pour les IA génératives? Alors, des estimations, non, parce que ça dépend déjà ta donnée, sa taille, où elle est stockée, à quelle fréquence tu l'appelles, parce que tu peux très bien mettre à jour une fois par an, si le cas d'usage le permet. Ça peut être tous les jours, donc ça dépendra de ça. Mais là aussi, il y aura de plus en plus d'optimisation possible, rien que dans la réduction de la taille de ta source. Parce qu'au final, on a parlé beaucoup d'IA, mais tout repose sur des données, et ces données, elles sont stockées quelque part. Souvent, elles sont mal stockées, elles sont stockées à plein d'endroits, donc il y aura tout cet enjeu-là aussi. Et pour le coup, tu peux avoir des IA qui te permettent d'optimiser ça, parce qu'elles vont regarder tout ton centre de stockage et justement repérer les doublons, réduire les tailles, voir si tu as des données, tu les appelles tous les jours. Est-ce que c'est vraiment tous les jours? Est-ce qu'au final, tu n'en as pas besoin? Et ce que disait Raphaël sur le bilan carbone, nous aussi, typiquement, on bosse avec des entreprises là-dessus, sur comment mieux mesurer leurs émissions, mieux mesurer les émissions de leurs fournisseurs et comment tu utilises cette donnée-là au bon moment et efficacement. Je me permets peut-être de compléter sur les fournisseurs de données d'apprentissage. Finalement, un des enjeux clés, ça va être que ces modèles ils puissent se baser sur une vraie relation bipartite avec des fournisseurs de données d'apprentissage. Par exemple, pour les modèles de ChatGPT que vous connaissez tous, ils ont signé un partenariat assez récemment avec Le Monde pour pouvoir être alimentés en continu par les données d'apprentissage qui sont à la fois fiabilisées. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi de responsabilité, d'éthique. Mais au-delà de ça, ça leur permet de mieux communiquer sur la technicité de la manière dont le modèle va utiliser les données d'apprentissage. Et comme le disait William, c'est un enjeu qui est clé. Donc au plus, ils vont signer des partenariats concrets avec ces fournisseurs de données d'apprentissage, au mieux, ça va leur permettre de pouvoir les utiliser de manière efficiente, qui sera responsable d'un point de vue à la fois environnemental, parce qu'ils utiliseront moins de ces données, mais aussi d'un point de vue éthique, parce qu'ils utiliseront des données qui sont fiables et qui ont été vérifiées. Bonjour, est-ce que l'IA utilisée chez KPMG est polluant ou pas? Alors écoute, c'est une très bonne question, merci. Je suis convaincu en tout cas du fait qu'il n'y a pas d'IA net carbone, ça n'existe pas dans notre société actuellement. Nous, on utilise des modèles, on essaie de se concentrer sur des modèles qui vont avoir une vraie politique de Green IT, c'est-à-dire qui vont se baser sur des données, des serveurs qui utilisent des énergies renouvelables et qui essaient de le faire au maximum. Et la manière dont on accompagne nos clients, c'est justement les accompagner sur ces enjeux pour essayer de réduire l'utilisation qu'ils vont en faire et les émissions carbone qui ont été mises par leur utilisation. Mais je pense que ce serait hypocrite de dire que les modèles qui sont utilisés, que ce soit chez KPMG ou ailleurs, n'émettent pas. C'est pas le cas actuellement, il faut en être conscient. Et l'important, c'est justement d'en être conscient, d'avoir l'effort d'avoir en tête en tout cas
l'effort de vouloir les réduire et de le faire de manière responsable. Eh bien, je vous remercie sincèrement pour votre présence et votre implication dans l'enregistrement de ce podcast live. Je remercie évidemment nos deux intervenants experts d'être venus nous partager ça. C'est du contenu qui nous permet vraiment de mieux comprendre. Personnellement, j'ai énormément appris. Et puis pour conclure, juste au cas où on l'a pas assez répété, il y a une grosse responsabilité de l'humain dans ce sujet de technologie. Cette responsabilité, on peut la prendre collectivement, tout en restant enthousiaste avec les opportunités qui se présentent à nous en termes de innovation. Merci à toutes et à tous et à très vite. Merci beaucoup. Merci.